Bonjour à tous, je suis ravi de cette session sur les maladies rares car comme vous allez pouvoir le voir, il y a à la fois de nombreux métiers qui sont impliqués dans des projets d'innovation numérique. C'est très intéressant car ça concerne effectivement plusieurs types de publics, plusieurs types d'activités qui partent du médico-social en arrivant à la génétique hospitalière. Et il y a également différents types d'outils qui sont présentés dans le cadre de ces sessions. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Sophie qui va vous dire ce que sont les maladies rares aujourd'hui. Anne-Sophie, à vous la parole. Merci beaucoup Pierre, je suis ravie d'être ici parmi vous pour vous présenter la démarche de la Fondation Maladies Rares pour soutenir les innovations de santé numérique et surtout ravie de vous présenter les 5 porteurs de projets qui sont lauréats de nos ateliers de cette année. Donc je suis Anne-Sophie Ribaren et je suis référente e-santé au sein de la Fondation Maladies Rares. Les maladies rares sont un défi scientifique et humain qui nous concerne tous et la Fondation, depuis 2012, œuvre pour soutenir la recherche et l'innovation auprès de tous les acteurs de cet écosystème, qu'ils soient soignants, chercheurs, autres professionnels, structures associatives, pour œuvrer à une meilleure prise en charge et aussi prise en charge médicale, mais aussi projet de vie pour ces pathologies qui sont chroniques, complexes et multi-acteurs. Quelques chiffres, les maladies rares sont des maladies méconnues et sans traitement. Il y a plus de 7000 maladies rares aujourd'hui répertoriées et dans 50% des cas, il n'y a pas de cause connue. Il faut savoir que 95% des maladies rares sont sans traitement spécifique. Donc, on voit toute la latitude qu'il reste aux chercheurs et aux innovations pour pouvoir trouver des traitements spécifiques et aussi des outils diagnostiques innovants. Concerne de nombreux malades et c'est pour ça que c'est un défi qui nous concerne tous parce que si on prend l'ensemble des maladies rares, on va rester sur la slide précédente. Je ne sais pas si les slides sont bleus. Eh bien, c'est une personne sur 20 concernée, 3 millions de personnes en France, 300 millions dans le monde. Et dans 70% des cas, ce sont des pathologies pédiatriques. Donc, ce sont vraiment l'ensemble des familles qui sont bouleversées par ces pathologies. Donc, la Fondation Maladies Rares s'est impliquée dans les innovations de e-santé pour encourager la recherche et le développement et l'émergence de toute typologie de projets d'e-santé et même au-delà avec des projets en intelligence artificielle pour les soignants et les associations de malades, les familles, afin de proposer des solutions innovantes, aussi bien dans le parcours de vie et le parcours de soins des malades, et qui répondent aux grands défis, des grands défis notamment d'accès au diagnostic, de meilleure compréhension de la pathologie avec des outils innovants d'éducation thérapeutique, des outils aussi innovants en termes de formation et d'organisation, parce que l'innovation organisationnelle pour ces pathologies qui sont multi-acteurs et pluridisciplinaires est clé. Et évidemment aussi des outils qui s'adressent à des usagers de terrain qui soient professionnels, mais aussi patients et familles pour une meilleure qualité de vie de ces pathologies chroniques et complexes. Et alors, depuis 2019, nous avons accompagné les premiers pas des idées de porteurs de projets issus des maladies rares, de cet écosystème, des acteurs de terrain et qui portent des idées d'innovation numérique. Nous avons décidé de proposer des ateliers pour co-construire des idées et que ces projets puissent émerger et soient efficients dans leur mise en œuvre. Alors, les slides n'arrêtent pas de bouger. Cette slide vous permet de montrer que nous sommes, avec l'atelier de co-design, dans l'accompagnement des premiers pas. Et je suis très heureuse de passer la parole. Et vous allez voir les présentations des 5 projets qui sont lauréats cette année. Et vous allez voir des typologies de projets aussi variées qu'innovants
puisque les maladies rares, et Pierre l'a précisé, eh bien, ce sont des cas d'usage particulièrement intéressants, évidemment pour les maladies rares, mais aussi pour la santé de demain, parce qu'en adressant des problématiques de santé chroniques et complexes, finalement, on adresse des problématiques qui intéressent tous les acteurs. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Ludovic Lowers qui va nous présenter le projet Applidan. Ludovic, c'est à toi. D'abord, je vérifie que tout le monde m'entend. C'est le cas? Alors, moi, je t'entends. C'est bon. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien sûr la Société française de santé digitale de me donner l'opportunité de vous présenter notre projet Applidan. Je suis, comme on m'a présenté, chirurgien oral, praticien hospitalier dans le service de chirurgie maxillofaciale du CHU de Lille. Et j'ai une activité qui est assez spécifique en implantologie dentaire. Je collabore depuis un peu plus de 15 ans au diagnostic et au traitement des patients atteints d'oligodontie. Je ne sais pas si je ne vois pas mes slides, mais je pense que vous avez ma première slide qui est à l'écran. L'oligodontie. Pardon? Sur l'écran droit. Ah, pardon, je l'avais perdu. J'étais sur l'écran central. Donc, l'oligodontie, c'est une anomalie rare du développement dentaire qui se traduit par l'absence d'au moins 6 dents. On parle également d'agénésie multiple. Petite parenthèse, en 2009, on avait fait une étude dans notre service qui, on va rester sur cette slide-là, qui rapportait en fait une population et un échantillon de malades avec 15 dents, une moyenne de 15 dents absentes. La prévalence de l'oligodontie varie en Europe de 1 sur 650 à 1 sur 1250 en fonction des différentes études. Enfin, on va la retrouver fréquemment dans les différentes formes de dysplasie ectodermique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la présidente de l'Association française de dysplasie ectodermique a intégré notre groupe de projet pour représenter justement ces maladies. Alors, notre service au CHU a acquis une certaine expertise dans le traitement de ces agénésies multiples. Ainsi, lors des différentes consultations pluridisciplinaires, nous allons pouvoir fixer les différents objectifs thérapeutiques et nous allons orchestrer les différentes étapes de ce traitement. Alors, on peut décrire rapidement 4 phases thérapeutiques. La première, qui est une phase pédodontique, en fait, c'est la phase pédiatrique de ce traitement, où on va réaliser des prothèses dentaires chez le jeune enfant et ainsi lui rétablir la fonction et l'esthétique. Ces prothèses visent également à stimuler le développement et la croissance. La seconde phase, c'est une phase orthodontique qui, comme vous pouvez le voir chez les jeunes patients ou les jeunes adolescents, avec des bagues pour déplacer les dents. Simplement, chez les patients qui présentent une oligodontie, ce traitement va être relativement lourd avec des déplacements importants, mais également le fait qu'il y ait beaucoup moins de dents, ça va être plus compliqué de s'ancrer et de s'attacher pour réaliser ces déplacements. En fin de croissance, débute donc la phase chirurgicale et pré-implantaire. Ça va bien sûr concerner la position des mâchoires, mais également des greffes osseuses qui vont préparer la phase implantaire. Le traitement implantaire, enfin, est prothétique, qui permet donc de mettre en place des implants dentaires, mais aussi, et c'est la finalité, des couronnes dentaires, pour redonner le sourire à nos patients. Alors, vous l'avez compris, ce traitement pluridisciplinaire est relativement long et complexe. Et on s'est aperçu que le jeune patient, mais également les parents, étaient souvent un peu perdus dans les explications médicales, ainsi que dans les différentes étapes du parcours. Ils s'interrogent également sur l'organisation
et sur la prise en charge financière du traitement. Enfin, il apparaît que les supports de communication entre les différents professionnels concernés par ce traitement, par les traitements, sont inadaptés complètement aux défis de ces réhabilitations qui sont extrêmement complexes. Nous souhaitons donc développer une application smartphone transversale destinée à la fois aux patients et à leurs parents, mais également aux différents professionnels de santé pour améliorer la prise en charge et la qualité de prise en charge chez ces patients. Elle devra permettre l'information des malades et les différents échanges communautaires, mais également permettre d'organiser la prise en charge et identifier un parcours patient personnalisé en parallèle d'un agenda, de manière à ce que ce patient devienne véritablement acteur de sa prise en charge. Je finirai en remerciant très sincèrement Anne-Sophie et la Fondation Maladie Rare pour leur accompagnement. Nous souhaitons bien sûr que ce projet puisse profiter à d'autres patients de la filière TTQ, mais nous pensons également que cette application construite autour d'un parcours de soins complexe, centré sur les maladies rares, pourrait servir à des traitements plus simples, et notamment à des patients qui doivent, par exemple, se faire poser des implants dentaires. Je vous remercie encore pour votre attention. Merci beaucoup Ludovic. Je vous propose de passer à la deuxième présentation et si vous avez des questions, eh bien, de les garder une fois que les 5 projets seront passés. Pierre, est-ce que vous voulez présenter le deuxième projet ? Oui, je vais présenter ce deuxième projet qui est le projet TOPLA et c'est Charlotte Pereira qui va nous présenter son projet qui concerne les troubles de l'oralité alimentaire, les troubles alimentaires pédiatriques. Et c'est moi qui passerai les diapositives. Donc à vous Charlotte. Merci beaucoup Pierre, je pense que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de me permettre de représenter l'équipe qui cherche à monter ce beau projet et à le développer dans un futur proche et de permettre de vous le présenter et de vous présenter aussi ce que sont les troubles de l'oralité alimentaire, les troubles alimentaires pédiatriques. Ce sont donc des difficultés d'alimentation par la bouche chez les enfants, des difficultés orales qui peuvent s'expliquer par différents facteurs. Certains enfants ont des difficultés qu'on appelle sensorielles, par exemple à certaines textures qu'ils ne vont pas supporter, qui vont provoquer des hauts-le-cœur ou qui vont être vraiment très désagréables pour eux, que ce soit en bouche, mais également au niveau tactile, toucher certains aliments et les porter à la bouche. Certains enfants, pour différentes raisons, ont ce type de difficultés sensorielles-là. D'autres enfants vont avoir ce qu'on appelle des difficultés oromotrices, donc au niveau moteur, des difficultés chez les tout-petits, par exemple de prise des biberons ou de prise à la petite cuillère, où ils ne vont pas savoir comment bien prendre la petite cuillère. Le petit pot va ressortir systématiquement et donc ça va leur demander beaucoup d'énergie, ça va les fatiguer beaucoup et les repas seront très longs. Chez les plus grands, ça peut être des difficultés de mastication. On vient de parler justement de l'appli Applidan, qui sans doute peut engendrer des difficultés alimentaires ou du moins des compétences alimentaires et des possibilités qui seront moindres par la suite. Et chez d'autres enfants, c'est le facteur plutôt psychocomportemental et environnemental qui va être compliqué, avec une difficulté à rester sur les temps de repas assis, par exemple, ou à investir ces moments-là en famille et à être pleinement dans un moment de partage et dans un moment agréable. Et chez certains enfants, voilà, les 3 facteurs sont impactés. Et tout cela se traduit par un trouble. Donc, il faut bien savoir que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas je n'ai pas envie de manger ou certains légumes ne me plaisent pas. C'est vraiment de l'ordre du trouble et des difficultés importantes qui peuvent avoir des répercussions très lourdes. Donc voilà, c'est ce que Pierre nous met sur la deuxième diapo. Les repas sont complètement bouleversés. Ça devient des moments très stressants pour l'enfant, mais également pour ses parents. La qualité de vie, vous l'imaginez, est complètement
impacté parce que l'alimentation au niveau social, on le sait en France et comme dans bien d'autres pays, c'est quelque chose de très important, que ce soit en tant qu'enfant, pour les goûters d'anniversaire, pour les partages à l'école, entre copains, avec les parents, et ou que ce soit en tant qu'adulte ensuite pour les repas en famille, les repas de fête qui vont bientôt arriver. L'alimentation, c'est quelque chose de socialement très, très important. Et donc, ces difficultés alimentaires-là vont avoir un impact sur la qualité de vie et sur le quotidien très fort. Donc, ces tensions-là au sein des repas se traduisent pour les enfants par une instabilité motrice, des enfants qui vont être très agités ou des enfants qui vont pleurer systématiquement au moment des repas, qui vont refuser ce que leurs parents leur proposent. Et en retour, les parents sont donc énormément stressés en anticipant les repas et également pendant le moment de repas, ça va être quelque chose d'extrêmement en tension. Et donc là, on voit bien que les moments de repas qui sont normalement conviviaux et remplis de plaisir pour tout le monde, ça n'est plus du tout le cas. Et l'idée, c'est de remettre de la convivialité et d'aider ces enfants qui présentent ces troubles. La prise en charge de ces enfants, quand le diagnostic est posé, ce qui peut prendre beaucoup de temps, ce qui peut amener à une errance médicale et paramédicale avant qu'on dise « Ah oui, c'est un trouble de l'oralité alimentaire », amène du coup à mettre en place tous ces schémas de stress et de stratégies un peu négatives pendant les repas, de diversion, de téléphone portable, pour pouvoir pour que le repas puisse se dérouler. Mais une fois que le diagnostic est posé, généralement, en fonction des difficultés de l'enfant, de son profil, de ses considérations médicales, le suivi peut être très différent. Mais généralement, on oriente vers des professionnels tels que les orthophonistes pour faire une rééducation dans le domaine de l'oralité alimentaire, pour permettre une amélioration des compétences oromotrices ou aussi une désensibilisation au niveau sensoriel. Donc ça, c'est l'intervention directe, disons, auprès de l'enfant qui présente le trouble. Mais dans le cadre de l'alimentation, il y a l'intervention indirecte et environnementale qui est très importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement aider, c'est pas si simple, mais aider l'enfant à être désensibilisé au niveau de son haut le cœur, au niveau du réflexe nauséeux, etc., si on n'intervient pas également sur l'environnement, sur le déroulement des repas, sur aussi la gestion du stress pour les parents. Donc l'intervention indirecte et le partenariat parental sont vraiment primordiaux. Et les parents nous rapportent souvent en séance d'orthophonie et quand on les voit en consultation, d'être complètement démunis face aux difficultés de leur enfant, de ne pas savoir comment faire au quotidien pendant les repas qui sont quand même très souvent, 3 fois par jour, ça revient, ces difficultés. Ils se sentent souvent démunis, ils baissent les bras, il y a vraiment un sentiment d'impuissance parfois et ils sont vraiment en grande demande d'aide. Donc nous, ce qu'on souhaite proposer, et on peut passer à la dernière diapositive, c'est une application mobile qui pourra être un soutien au quotidien. Les séances d'orthophonie et les rendez-vous médicaux qui peuvent accompagner les parents restent des moments ponctuels, tandis que les repas sont 3 fois par jour et les parents sont en manque d'un soutien, on va dire, régulier qui puisse être à disposition tous les jours au moment où ils en ont besoin. Et donc cette application mobile-là, Top-là, donc, où on a un petit peu mélangé les lettres de troubles de l'oralité alimentaire pédiatrique, viendra leur apporter un soutien, une motivation, des astuces et ce sera vraiment un endroit dédié aux parents. Ce n'est pas une application qui a un but à être utilisée par les enfants, car en tant qu'orthophoniste, on a également cette sensibilité-là d'éviter le plus possible l'exposition aux écrans pour les enfants. C'est vraiment une application dédiée aux parents qui pourra être une ressource pour eux. Et donc, je remercie vivement la Fondation Maladies Rares de nous avoir permis de participer à l'atelier de co-design, car depuis, nous avons beaucoup réfléchi à notre projet, à sa construction. Et l'idée, c'est vraiment de solliciter des parents pour trouver leurs besoins précis au quotidien et qu'ils puissent participer activement à cette application, que dans sa construction même, cette application soit le reflet des besoins des parents, avec des fonctionnalités comme par exemple des ressources, des informations fiables, mais également des outils de gestion du stress ou pour éviter l'anticipation négative des parents, et également des petits ateliers à faire avec son enfant pour retrouver une certaine complicité, pour retrouver de la convivialité, faire la cuisine ensemble, des idées recettes simples, applicables aux enfants et qui convient également aux troubles qu'ils présentent.
Et également des possibilités de faire un album photo, des petites victoires alimentaires qu'a fait un enfant pour qu'on puisse valoriser les victoires de cet enfant, valoriser ses progrès, redonner de la motivation aux parents, éviter que ils aient ce sentiment d'impuissance et qu'ils puissent voir les progrès de leur enfant et remettre une certaine complicité et une estime de soi en tant que parent qui accompagne un enfant qui présente ce trouble. C'est très important. Donc cette application, elle serait complètement pionnière dans le domaine. Il n'y a pas de support digital qui accompagne les parents qui sont confrontés à ce trouble et ils sont nombreux. Dans les maladies rares, ça concerne beaucoup d'enfants et ça concerne également des enfants qui n'ont pas de maladie rare. Donc voilà, il y a beaucoup de parents qui sont en demande. Ça répondrait à une demande de terrain qu'on va faire en lien avec des parents directement. Nous sommes actuellement en recherche de partenariat pour pouvoir construire ce projet et continuer à le développer. Donc je remercie la Société française de santé digitale et la Fondation Maladies Rares, particulièrement Anne-Sophie Ribaren et Dr Pierre Espinosa, pour leur accompagnement et pour avoir permis cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous propose, puisque le temps file, de passer à la troisième présentation. Vous avez vu deux premières présentations avec des projets qui vont s'inscrire dans la continuité et l'accompagnement des parcours de soins avec des applications. Évidemment, une typologie de projet qui est essentielle aujourd'hui, c'est les typologies de projets de consultation et de e-consultation. Donc, je passe la parole au professeur Sylvie Manouvrier pour présenter son projet de e-Gène Hauts-de-France. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Maladies Rares d'avoir sélectionné ce projet dans le cadre de son appel d'offres d'atelier de co-design en e-santé et merci aussi à la Société française de santé digitale de nous donner l'opportunité de vous présenter ce projet lors de ce congrès. Alors, avant de vous expliquer notre projet, je voudrais tout d'abord vous expliquer en quoi consistent les aspects de génétique. Donc, les maladies génétiques touchent plus de 5% de la population. Individuellement, ce sont des maladies rares, mais globalement, beaucoup de personnes sont concernées. Ce sont des pathologies très diverses qui touchent un peu tous les champs de la médecine, des malformations, des handicaps divers, des cancers, des pathologies cardiaques pouvant être responsables de mort subite, etc., etc., et des patients de tous les âges, depuis l'âge fœtal jusqu'à l'âge adulte. Le généticien clinicien va intervenir dans le cadre du diagnostic parce que ce sont bien souvent des pathologies rares, donc mal connues, également dans la coordination de la prise en charge pour les mêmes raisons, mais aussi dans l'information génétique au patient lui-même et à ses apparentés. Donc ça va toucher encore plus de monde que les patients malades eux-mêmes. Dans le cadre aussi de la médecine prédictive, par exemple, si une femme a présenté un cancer du sein lié à une prédisposition génétique, on va rechercher l'anomalie génétique chez ses apparentés pour pouvoir mettre en place les mesures de prévention. Et puis, dans le cadre du diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Avec le développement des nouvelles technologies d'analyse génomique, il est absolument essentiel que les généticiens cliniciens aient non seulement leur propre expertise clinique, mais travaillent quotidiennement avec les biologistes qui vont identifier de très nombreux variants et vont devoir en discuter avec les cliniciens pour savoir quel est le variant qui est potentiellement impliqué dans la pathologie du patient. Mais ils doivent aussi prendre en compte l'impact psychologique majeur des pathologies auxquelles ils s'adressent et avoir une présence auprès de leurs patients. Alors, quelle est la situation dans les Hauts-de-France? J'essaye de passer la diapositive suivante, ça n'a pas l'air de vouloir se faire. Je vais la passer pour vous. Voilà. Ah, super, merci beaucoup Anne-Sophie. Celle-ci non, c'était la précédente. Voilà. Voilà, donc les Hauts-de-France concernent une population de plus de 6 millions d'habitants, donc 4 millions dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de monde à toucher pour les consultations génétiques. Il y a 2 CHU, un à Lille et un à Amiens. Nous avons développé de très nombreuses consultations décentralisées de manière à nous rapprocher des patients. Ça a été fait, non, si vous pouvez repasser à la diapo précédente, ça a été fait
je ne sais pas pourquoi ça saute comme ça. Ça a été fait aussi par nos collègues d'Amiens, mais ils y ont renoncé par manque d'effectifs. Alors donc, ce que je peux vous présenter, ce sont les résultats des patients qui viennent en consultation par rapport aux différentes régions, bassins de vie de notre région. Et vous voyez qu'on couvre beaucoup mieux la région de la métropole lilloise que les populations de l'Artois, du Hainaut et du littoral, puisque vous voyez à gauche la répartition de la population, à peu près 25% pour chacun, et à droite le pourcentage de patients que nous voyons. Il n'est plus possible pour nous de multiplier les sites de consultation décentralisés pour des questions d'effectifs et puis parce que ça ferait faire beaucoup de routes pour aller jusqu'à l'extrême sud-est du département. Il faut 2 heures de route depuis Lille. Nous avons réfléchi à la question des téléconsultations et en avons pratiqué beaucoup pendant la crise sanitaire. Plus de 500 téléconsultations ont été effectuées. Alors, bien sûr, ça permet de toucher les patients qui habitent loin, mais ça ne peut pas prendre en compte l'impact psychologique de nos consultations et la difficulté des informations, la complexité des informations que nous avons à leur transmettre. Et donc, c'est pour cela que nous avons ce projet de ce que nous avons appelé les e-consultations hospitalières de génétique. Donc, on peut passer la dernière diapo. Qui combine à la fois la recherche d'une excellence scientifique centralisée et la prise en compte de l'impact psychologique avec une prise en charge de proximité. Donc l'idée, c'est de développer dans les hôpitaux les plus éloignés et même dans ceux dans lesquels nous avons des consultations décentralisées, de manière à avoir un rythme plus soutenu, une prise en charge de proximité par un psychologue qui accueillerait les patients et qui les suivrait et qui pourrait reprendre avec eux les explications que nous leur avons données parce que nous l'aurions formé de manière spécifique. Évidemment un matériel informatique de très grande qualité, ce qui n'est pas possible dans les téléconsultations où les patients n'ont pas toujours un bon réseau Internet et fonctionnent avec leur téléphone. Et ça permettra donc de pallier à la fois à la problématique de l'excellence scientifique et de la prise en charge de proximité. Donc voilà pour ce projet. Je voudrais finir en remerciant beaucoup pour son soutien Anne-Sophie Iribarren et également remercier beaucoup Pierre Espinosa avec lequel nous avons échangé à plusieurs reprises et qui nous a donné énormément d'idées lors de l'atelier de co-design. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup Sylvie. Comme vous voyez, c'est très riche ces présentations dans le champ des maladies rares et nous allons aller maintenant vers un 4e projet, c'est le projet DEDAL dans le champ médico-social. Et vous voyez, ces ateliers 2020, ils sont très intéressants parce qu'ils permettent de travailler dans l'innovation dans différents domaines. Et en 2019, déjà, il y a eu plusieurs projets qui ont pu avancer et d'ailleurs, ils font l'objet de posters au cours du congrès de la Société française. Je passe la parole maintenant à Madame Maëvaes qui va nous présenter son projet. Bonjour à tous. Alors effectivement, le projet DEDAL est un petit peu en marge des autres projets sélectionnés cette année par la Fondation Maladies Rares, qu'on remercie beaucoup bien évidemment de nous avoir soutenus. DEDAL, c'est sans doute le seul projet qui est porté par des associations. 3 associations maladies rares qui sont toutes les 3 membres de la filière de santé Brain Team, cette filière qui touche donc aux pathologies du système nerveux central. Ces 3 associations, c'est Aramis, que je préside, Amadis et l'association Tanguy Moya Moya. Alors notre idée, quelle est-elle? Il s'agit de permettre à une personne d'accéder très facilement aux aides auxquelles elle a droit en questionnant tout simplement un site Internet, aussi simplement qu'elle interrogerait Google, et même si elle ne parle pas le médico-social. Alors, le problème des maladies rares concernant l'accès aux droits,
Il recoupe bien sûr ce que rencontrent tous les malades, toutes les personnes souffrant du handicap, mais avec une dimension supplémentaire, c'est que quand on parle de maladies rares, on parle de maladies mal connues par les professionnels du médico-social, qui ne se représentent pas toujours très précisément la nature des troubles, leur gravité et aussi l'évolution parfois rapide des dépendances qui se mettent en place. Ces maladies rares, elles touchent également des personnes qui sont disséminées sur le territoire national et qui ne peuvent donc pas se faire accompagner dans la recherche des aides auxquelles elles ont droit par les permanents de l'antenne territoriale d'une grande association. Dans notre situation particulière, pour nous, Association Aramis, qui regroupons donc les personnes concernées par l'atrophie multisystématisée, nous sommes parfois sollicités par des assistantes sociales de secteur qui viennent vers nous pour se faire aider, pour accéder au MDPH. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile à gérer parce que les associations maladies rares, nécessairement, sont petites, dotées de peu de moyens humains, de peu de moyens financiers. Bien sûr, on peut compter sur l'aide de grandes structures comme l'Alliance Maladies Rares et la Fondation, mais c'est vraiment difficile d'accompagner nos adhérents. L'aide qu'on peut leur apporter est d'autant plus inefficace, de plus que chaque MDPH, on le sait, est une entité fermée. C'est un petit peu une boîte noire pour nous. Alors, c'est pour ça, c'est compte tenu de toute cette expérience, la nôtre, celle d'autres associations, on est revenu vers le numérique parce que dans le domaine des maladies rares, le numérique est essentiel. C'est peut-être un des secteurs dans lesquels il a donné le meilleur. Il est évident que les associations maladies rares n'existeraient pas sans le numérique. Comment les gens qui souffrent d'une maladie rare, pour la maladie qui me concerne, on parle d'une prévalence entre 1500 et 5000 personnes en France. Donc, comment est-ce que nous, on aurait pu se trouver les uns les autres sans le numérique? Donc, le numérique a permis la création des associations de patients, des grandes fédérations d'associations. Ça nous permet de nous retrouver, de nous réunir en visio. Nous tenons également nos assemblées générales de cette façon-là. Nous avons accès à des ressources immenses. Nous échangeons avec l'Alliance, avec la Fondation, avec notre centre de référence. Bref, le numérique, on en a absolument besoin, mais on pense aujourd'hui qu'on pourrait aller plus loin grâce peut-être aux ressources de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir imaginer un système qui serait capable de recueillir les besoins exprimés très simplement par un malade ou par son aidant, recueillir ses données personnelles autour de son âge, de sa pathologie, de ses symptômes, de sa situation par rapport à l'emploi, etc. Un système aussi qui serait capable de digérer l'ensemble des cas de figure et des données réglementaires, notamment qu'elles soient nationales ou départementales, des données diverses et mouvantes, bien entendu. On imagine aussi un système qui soit capable de croiser tous ces ensembles de façon à faire émerger, écran après écran, une réponse claire à la demande, éventuellement un formulaire associé à une aide à la complétion, éventuellement aussi un contact avec un conseiller humain, de façon aussi simple qu'on prend rendez-vous, par exemple, sur un système comme Doctolib. Voilà un petit peu quelle est la nature de ce qu'on imagine. Alors, c'est évidemment un projet démesuré, on en est bien conscient, et la Fondation a bien identifié quand elle a choisi notre projet pour les ateliers de co-design, qu'on était conscient de cette disproportion entre nos ambitions et nos moyens, et également les obstacles qu'on aurait à lever si nous allons plus loin. Alors, ces obstacles, ils sont bien sûr d'ordre technique et financier, un moyen matériel et humain pour concevoir un outil aussi ambitieux, pour élaborer, concevoir, tester un pilote, assurer la maintenance d'un tel outil. Obstacle aussi d'ordre institutionnel, on se pose beaucoup de questions sur notre capacité à lever les verrous administratifs et politiques
pour accéder notamment aux modalités d'attribution des aides. Et pour aller bien sûr au-delà du plaidoyer, on a besoin aujourd'hui d'un maître d'ouvrage particulièrement solide. Alors, est-ce que ce peut être le collectif des 23 filières de santé maladies rares? Est-ce que ce peut être la CNSA qui travaille beaucoup depuis de nombreux mois maintenant avec l'Agence du numérique en santé? Voilà où nous en sommes actuellement. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Catherine. Voilà, donc on a bien entendu aussi votre proposition de partenariat et c'est vrai que l'objectif de la Fondation Maladies Rares est de mettre en éclairage des projets qui sont portés par des acteurs de terrain qui ont bien identifié les défis et les usages, mais la co-construction ne peut se faire qu'avec des acteurs technologiques. Certains d'entre vous sont intéressés par cette démarche solidaire et on voit la dimension au-delà des maladies rares de cet outil qui pourrait se baser sur l'IA pour aider et faciliter la recherche d'informations. Nous sommes à votre disposition pour en discuter. Sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Litiviano du CHU de Toulouse pour présenter son projet Mastogame, un projet de Serious Game. Bonjour à tous. Je remercie le comité de sélection de la Société française de santé digitale et notamment au Dr Pierre Espinosa de nous avoir offert l'opportunité de vous présenter notre projet. Et évidemment, je remercie la Fondation des maladies rares et notamment à Madame Anne-Sophie Irabert d'avoir retenu notre projet intitulé Mastogame à l'atelier Eco-Design 2020. Je vais essayer de passer moi-même. D'accord. Donc, comme vous pouvez remarquer, plus de 50% des patients atteints de pathologies mastocytaires, de mastocytose, présentent des symptômes neurocognitifs et un état de dépression dans le cadre de la mastocytose. Ces symptômes, ça peut être de perte de mémoire, de perte d'attention, de perte de concentration, de perte d'estime de soi, de perte de sommeil. Mais que c'est la mastocytose? La mastocytose, c'est effectivement une maladie rare qui est très peu connue par le public, car comme elle est rare, elle est peu connue, mais elle touche notamment les patients adultes qui entre 20 et 30 ans. J'aimerais revenir en arrière, si je peux, et qui c'est dû à une accumulation dans divers organes de cellules qu'on appelle des mastocytes. Ces cellules qui sont dans la mastocytose anormale vont entraîner la diapo suivante. Ces mastocytes qui sont anormales vont fonctionner trop vite et vont déclencher, avoir l'effet d'une véritable bombe à retardement sur le corps humain, entraînant des symptômes de multiples organes et évidemment également au niveau du cerveau. Classiquement, aujourd'hui, ces symptômes, la diapo suivante, s'il vous plaît, ces symptômes sont pris en charge classiquement par un psychologue dans le cadre d'une consultation classique auquel on peut discuter. Les verres sont pleins, les verres sont vides. Qui voit comment voit la vie. Et notre but, c'est d'arriver à construire une application virtuelle dans un milieu ludique qui permettra aux patients atteints de mastocytose d'améliorer leurs symptômes cognitifs dans cet univers. Cet univers devait être disponible soit sur téléphone, soit sur tablette, et sans avoir besoin que le patient se déplace dans le centre où l'équipe médicale se retrouve. Cela pourrait prendre la forme d'un logiciel, d'une application qu'on peut appeler Serious Game et permettra aux patients de pouvoir s'entraîner sur mesure
à leurs besoins. Donc, cela permettra, la diapo suivante, que plus jamais les patients atteints de cette pathologie oublient leurs réunions professionnelles, personnelles et qu'ils regagnent leur confiance et leur estime en soi. La diapo suivante. Donc, je finis cette présentation en remerciant encore une fois le comité de sélection de la Société française de santé digitale, également de remercier à la Fondation des maladies rares et je vous remercie de votre attention. Non, j'ai pas le temps là. Il m'appelle. Merci Christina. Alors, je suis désolée, je n'ai pas réussi à passer la dernière slide. Donc, je la remets à l'écran quelques secondes pour que l'auditoire puisse voir vraiment les gains pour les patients que vous avez décrits de votre solution avec ce Serious Game. Alors, merci à tous. Nous avons fini les 5 présentations. Vous avez vu, ce sont des typologies de projets qui sont très variés, qui sont innovants, portés par des soignants, par des collectifs d'associations, par tous les acteurs de terrain qui vont vraiment identifier un besoin concret. Et nous sommes un petit peu en retard, mais nous savons qu'il y a des questions derrière. Donc, nous nous permettons de rester encore sur la scène quelques minutes si vous avez des questions et nous serons ravis d'en échanger avec vous. Pierre Espinosa, je suis présent mais non visible parce que mon avatar ne veut pas s'asseoir, il est en opposition. J'ai été ravi depuis 2 ans de travailler avec la Fondation Maladies Rares, car effectivement, on est dans le champ hospitalier, mais aussi on est dans le champ de ville, on est aussi dans le champ des patients. Vous l'avez vu avec les projets pédiatriques, vous avez vu avec le projet d'EDAL dans le champ médico-social. Donc c'est très intéressant d'avoir cette vision territoriale intervenant sur l'ensemble des acteurs du terrain. Et ça, c'est un point, je crois, très important. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler dans ce partenariat au-delà de la SFSD. Je crois que nous avons un partenariat à nourrir de manière la plus confortable possible pour les acteurs du terrain. Merci Pierre. Voilà, je voudrais clore cette session en vous remerciant de votre attention, en remerciant aussi les partenaires qui nous ont soutenus et tous les acteurs technologiques qui ont donné de leur temps pour construire et co-construire tous ces projets. Et je remercierai en particulier la région Hauts-de-France et Hospimédia qui ont été nos partenaires pour l'édition 2020, ainsi que la Fondation d'entreprise IRSEM qui a été notre partenaire pour la première édition pilote 2019 et évidemment la Société française de santé digitale avec qui nous avons des contacts et des échanges tout au long de l'année pour préparer ces sessions. Enfin, je vous invite à aller discuter avec les porteurs de projets de l'édition 2019. Il y a 3 projets lauréats qui sont présents lors de la session poster. Le projet télé-SLA, de téléconsultation dans la SLA, le projet Andira, un projet de carnet de santé numérique pour les maladies génétiques, et enfin le projet AIDAN, qui est un projet d'intelligence artificielle pour l'ensemble des maladies orodentaires. Tous ces projets ont beaucoup avancé depuis l'année dernière et on voit vraiment l'intérêt de co-construire un projet dès la phase amont. Je vous remercie à tous et très bonne fin de journée.